Alors, il y a plein, c'est une question au contraire très pertinente, mais avec plein de questions dans la question. C'est effectivement exactement le propos en fait de ce livre, de dire qu'on ne va pas tous et toutes pouvoir acheter en vrac et que en fait on est nombreux et nombreuses à être sensibilisés à la question des déchets, à vouloir les réduire, mais à pas avoir de solutions qui nous sont accessibles. Et notamment, on revient sur effectivement le prix du vrac qui est encore, enfin qui aujourd'hui n'est pas du tout accessible pour toutes les bourses et au manque d'accessibilité des alternatives de réduction des déchets. Il y a des choses effectivement qui avancent au niveau de la loi. On a eu la première grande loi sur la réduction des déchets en 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Qui a mis énormément de temps à adopter tous ces textes d'application, parce que c'est une loi, pour vous donner une idée, qui a 120 articles, qui avait une centaine de décrets qui étaient nécessaires pour qu'elle rentre en vigueur. Donc là, on arrive tout juste à avoir un peu ces textes qui sont sortis. Sur le développement du réemploi des emballages, il y a des choses, c'est-à-dire que maintenant, Citeo, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est Citeo, mais c'est donc l'intermédiaire, en fait, c'est-à-dire que si moi, je suis Nestlé, je mets en marché des emballages, je paye un éco-organisme qui s'appelle Citeo pour prendre en charge financièrement la collecte et la fin de vie des emballages que je produis. Et par exemple, Citeo maintenant est obligé d'avoir une partie de son budget qui est dédiée justement au réemploi des emballages. Ça, c'était inenvisageable il y a quelques années. Et donc, ça oblige en fait les metteurs en marché, donc les entreprises de l'agroalimentaire typiquement, Nestlé, Danone ou d'autres, à développer des recherches, des études et à commencer des expérimentations sur le réemploi des emballages. Donc typiquement le retour à des systèmes de consigne et la substitution aussi de certains emballages en plastique à usage unique par d'autres matériaux. Simplement, ces obligations, elles ne vont pas du tout assez loin. On est encore aux prémices de ce genre d'expérimentation. Quand je dis une partie du budget, c'est 5%, donc 5%, on ne va pas très très loin. Et à côté de ça, on a beaucoup plus de budget évidemment qui est mis sur donc la collecte, déjà ça coûte cher, et aussi sur le développement d'expérimentation de recyclage des plastiques, etc. Puisque le plastique recyclé est encore montré aujourd'hui comme une grande partie de la solution, alors même que dans cette fameuse loi anti-gaspillage, on nous dit fin des emballages à usage unique en 2040. Donc on est en 2023, il faut se dire que là, d'ici 17 ans, la loi est censée nous dire qu'on n'aura plus aucun emballage à usage unique, en tout cas c'est l'objectif qui est affiché, et on a un petit peu de mal à voir comment est-ce qu'on va y arriver en 17 ans, sachant qu'aujourd'hui on est encore vraiment au balbutiement des études et des expérimentations sur le retour à de la consigne, à du vrac, à la réduction des emballages, etc. Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc oui, la loi avance, nous on fait beaucoup de plaidoyer justement au niveau national pour avoir davantage de budget, davantage d'investissements, de financement qui sont mis sur le développement du réemploi. Pour avoir plus d'accessibilité. Par exemple, dans la loi climat de 2021, on s'était battu pour avoir des obligations de vrac sur les produits de grande consommation, et pas seulement une obligation de vrac sur une partie de la surface des supermarchés, parce que ce qu'on observe, c'est que là, on nous dit oui, 20% de la surface des grands supermarchés de plus de 400 m² devront être dévolus au vrac en 2030. C'est très bien, mais en fait, si cette surface-là elle est dédiée aux produits bio, comme on le voit actuellement, c'est-à-dire que la plupart du temps, le vrac dans les supermarchés n'est proposé que sur des références de produits qui sont déjà très chères, qui font partie des références des produits les plus chers. Et donc après, on va nous dire, mais le vrac, ça va, c'est accessible, mais c'est accessible sur des catégories de produits qui, de base, ne sont pas accessibles quand elles sont emballées. Et donc, pour nous, il y a un vrai blocage à ce moment-là, de dire aux gens, réduisez vos déchets, alors même qu'en fait, c'est pas du tout accessible, quoi. Et en plus, oui, vous évoquez, je crois, l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire que maintenant, en plus, il y a un message qui nous dit finalement, mettez dans la poubelle jaune, et puis ce sera plus un problème, ça va être recyclé. Il y a un vrai abus de langage entre le mot trier et le mot recycler, c'est-à-dire qu'on vous dit ça va être recyclé si vous mettez dans la poubelle jaune. Non, si vous mettez dans la poubelle jaune, ce sera trié. Et après, ce qui est recyclé, c'est encore une autre histoire. Aujourd'hui, il n'y a même pas un tiers des emballages plastiques qui sont recyclés en France, quoi. Donc voilà, c'est vraiment effectivement un sujet sur lequel on revient beaucoup, ce manque d'accessibilité. Alors, je vais peut-être pas répondre par oui ou par non à cette question, mais on peut revenir sur la question effectivement à quel point l'incinération c'est considéré comme énergie renouvelable, et c'est là qu'on voit qu'il y a une absurdité, et pour ça il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+12 en énergie, ni en déchets, ni en quoi que ce soit, pour comprendre que si on brûle de l'eau, c'est pas super efficace d'un point de vue énergétique.
Or, c'est ce qu'on fait actuellement, puisque si les incinérateurs ils sont autant dimensionnés, c'est parce qu'on produit un certain nombre d'ordures ménagères, et dans ces ordures ménagères-là, il y a un tiers qui est composé de déchets organiques, donc de nos restes alimentaires, épluchures, etc. Et donc, ce tiers-là de la poubelle grise qui finit en incinérateur, en réalité, c'est vraiment des déchets qui sont composés d'eau, donc qui brûlent très mal, et qui permettent absolument pas d'atteindre des performances énergétiques satisfaisantes. Si on a effectivement de la chaleur renouvelable, dite renouvelable, qui est issue des incinérateurs, c'est parce qu'on a à l'intérieur des choses qui brûlent bien, typiquement certains plastiques, et pas parce qu'on a des déchets organiques, évidemment, puisque les déchets organiques sont composés d'eau et brûlent mal. Et donc c'est bien ces déchets organiques-là déjà qui devraient être prioritairement sortis de la poubelle, puisque ça en compose un tiers, et donc on pourrait avoir un dimensionnement de ces installations de traitement, que ce soit les décharges ou les incinérateurs, qui soient revus à la baisse, comme ça a été le cas à Besançon qui a fermé un four d'incinérateur par exemple, parce qu'il y a une politique volontariste de tri des déchets qui a été menée. Effectivement, on dit que la chaleur, que voilà, l'incinérateur permet d'apporter de la chaleur renouvelable, d'enrichir les réseaux de chaleur, etc. Alors, oui, c'est le cas. Simplement, le qualificatif de renouvelable nous paraît un petit peu exagéré, dans la mesure où ce qu'on va mettre dans cet incinérateur, c'est en réalité des ressources naturelles qui, pour la plupart, ne sont pas renouvelables du tout, puisque quand on a justement des plastiques issus de la pétrochimie, etc., on ne parle pas du tout d'une ressource renouvelable. Voilà, quand on parle d'énergie renouvelable, généralement, c'est pour parler d'énergie issue du vent, du soleil ou d'autres choses. Là, en parlant de ressources naturelles qui sont vouées à être finies, ça nous paraît un petit peu exagéré comme qualificatif. Donc en fait, on voit bien que l'incinération des déchets, c'est pas du tout la solution. Alors il nous reste l'enfouissement. Michel est d'accord. C'est une question rhétorique, ça. Il nous reste l'enfouissement. Alors déjà, la loi a tranché, hein, la loi elle est assez claire sur le fait que l'enfouissement c'est pire que l'incinération. Alors c'est pas forcément la position que nous on prend, même si c'est vrai qu'en termes d'impact environnementaux, alors en termes d'émissions de CO2, il y a des études qui montrent que la décharge de l'incinérateur se valent. En revanche, en termes d'impact sur la biodiversité, sur les nappes phréatiques, etc., il semble qu'il y ait quand même des impacts plus importants avec la mise en décharge. Et bon, de toute façon, c'est plus tellement à nous d'en juger, puisque la loi a des objectifs très clairs de diminution de l'enfouissement, et on recourt aujourd'hui beaucoup plus à l'incinération. Pour nous, en fait, on n'est pas en train de dire, ni dans ce livre, ni dans les autres prises de parole de l'association d'ailleurs, qu'il faudrait fermer tous les incinérateurs demain. On est souvent, les assos environnementales de manière générale sont souvent taxés d'être des doux rêveurs idéalistes. Néanmoins, c'est pas du tout le discours qu'on tient que de dire que demain on pourra se passer de toute installation de traitement des déchets. Simplement, comme je le disais, aujourd'hui, on a des incinérateurs qui sont largement surdimensionnés par rapport à notre potentiel en fait, de réduction des déchets sur un territoire. Et comme je le disais, déjà rien qu'avec un tri des biodéchets efficace qui irait du coup vers soit du retour à la terre très local avec le compostage de proximité, soit vers du compostage ou de la méthanisation industrielle, notamment dans les milieux urbains denses. Rien qu'avec ça, on pourrait diminuer d'un tiers tout ce qu'on envoie en incinérateur ou en décharge. Donc c'est vraiment là le discours qu'on a, c'est qu'il faut arrêter d'étendre les capacités des incinérateurs, parce qu'on voit que dans pas mal de territoires, en fait, on a des projets de modernisation, par exemple, des incinérateurs qui, en fait, se transforment en projets de modernisation et d'extension, alors même que sur les territoires, il n'y a aucune politique de tri des déchets, aucune politique de soutien au réemploi, ou en tout cas très insuffisante. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on réclame, c'est d'avoir en fait, de mettre le haut là finalement sur ces capacités d'installation de traitement, et d'avoir des incinérateurs qui sont justement dimensionnés, parce qu'aujourd'hui dans un incinérateur, moi j'ai été en visiter plusieurs, c'est assez instructif de voir ce qu'on y met. En fait, on voit plein de plastique, on voit plein d'objets en fait qui pourraient totalement être réemployés. On voit plein de matériaux qui devraient être triés, etc., d'objets qui sont encore réparables. Il y a énormément de choses dans un incinérateur aujourd'hui qui pourraient complètement en être sorties. Donc, on aura toujours une fraction incompressible d'ordures ménagères dont on ne sait rien faire et de matériaux non valorisables, mais ça ne remplirait pas du tout tous les incinérateurs qu'on a aujourd'hui en